je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Bonjour et bienvenue dans Bruxelles, je t'aime, l'émission hebdomadaire qui décortique tout ce que vous allez adorer ou détester de la politique européenne. Je suis Maya Delabaume, merci de nous avoir rejoints. Alors au programme cette semaine, le président américain Donald Trump a déclenché une onde de choc à travers le continent et tout cela à cause de son mot préféré, droit de douane. Les experts de la Commission européenne travaillent d'arrache-pied pour tenter d'amortir le choc en préparant des mesures de rétorsion susceptibles d'impacter durement l'industrie européenne. Nous examinons de plus près la santé de l'économie européenne ce trimestre et analysons les prévisions de la croissance anémique de la Banque centrale européenne. Et la Pologne penche à nouveau à droite lors de l'élection présidentielle suivie de près ici à Bruxelles. Les Polonais ont choisi le conservateur eurosceptique Karol Nawrocki au détriment du maire pro-européen de Varsovie, Rafał Trzaskowski. Bien que serré, le résultat constitue un revers pour la plateforme civique de Donald Tusk et pourrait servir de test décisif en vue des élections législatives générales de 2027. Alors pour évoquer ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau 3 eurodéputés et 3 femmes aussi. Marie-Pierre Vedrenne, eurodéputée du groupe centriste Renew Europe. Bonjour Marie-Pierre. Majdoulin Spay, qui est là, eurodéputée du groupe des Verts, et Pascal Pierrat, eurodéputé du groupe eurosceptique Les Patriotes pour l'Europe. Bonjour à vous, Majdoulin et Pascal. Alors avant de vous entendre, et merci surtout de nous avoir rejoints, nous avons demandé à l'experte en commerce d'Euronews, Peggy Corlin, de nous faire un point sur les négociations tendues entre Maroš Šefčovič, le commissaire européen du commerce, et son homologue américain Jamieson Greer. Je rappelle au passage que c'est la Commission européenne qui est chargée de cette négociation. On écoute Peggy. Après plusieurs semaines d'échanges infructueux entre les administrations américaines et européennes, les négociations semblent, je dis bien semblent, avoir commencé, marquées certes par des hauts et des bas et par la menace constante de voir le président américain Donald Trump imposer de nouveaux droits de douane aux Européens. Ces derniers font face actuellement à des droits sur leur acier, leur aluminium, leurs voitures et des droits de douane de 10% sur toutes leurs importations. Mercredi, le commissaire européen au commerce, Maroš Šefčovič, a rencontré son homologue américain Jamieson Greer. Mais il est difficile d'établir une relation de confiance tant les demandes des Américains sont unilatérales et la menace de Donald Trump d'imposer de nouveaux droits de douane constante. En effet, cette semaine, il a menacé d'imposer des droits de douane de 50% sur l'acier et l'aluminium européens et il y a 15 jours de taxer toutes les importations européennes à hauteur de 50%. Alors Marie-Pierre, je me tourne d'abord vers vous. Vous êtes eurodéputée, membre de la commission qui s'occupe du commerce, justement. Qu'est-ce qu'on sait de ces négociations avec les Américains aujourd'hui, puisqu'on a peu d'informations finalement ? C'est des négociations qui sont difficiles parce que, ça a été dit dans le reportage, on a face à nous un partenaire qui est un allié historique, mais qui ne se comporte plus de cette façon et qui instaure effectivement des menaces unilatérales. Mais en fait, plus que ça, c'est une idéologie qui cherche à être mise en place avec une stratégie aussi d'imprévisibilité dans des négociations. Effectivement, un jour, je dis que je suis prêt à être à la table des négociations. Le lendemain, même si j'ouvre les négociations, je dis que je vais mettre 50%, et puis 20%, et puis 6%. On ne sait pas trop. Donc la difficulté pour la part de la Commission européenne, c'est de se dire à quel moment on va avoir un partenaire qui a réellement envie de négocier. Donc ça, c'est un premier point. Moi, je trouve que la Commission européenne a raison de dire, par contre, qu'on doit être à la table des négociations. Ce qui est important aussi de souligner, c'est la continuité de l'unité européenne. Et ça, c'est un point extrêmement important, parce que face à cette instabilité, il faut garantir l'unité européenne. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc, il faut quand même souligner cette constance-là, l'unité européenne. Et il faut aussi de la fermeté. Donc, il faut être prêt à utiliser tout l'arsenal juridique qu'on a notamment contribué à façonner et à être prêt à imposer des contre-mesures, c'est-à-dire des mesures en fait de réplique qui soient le plus fortes possible. Et je pense que c'est la logique dans laquelle s'inscrit la Commission européenne, dans laquelle s'inscrit le commissaire, prêt à avancer, mais prêt toujours à défendre. Justement, le commissaire, il a parlé il y a peu de temps d'un momentum, là maintenant. Et il a dit justement que les négociations allaient plutôt dans un sens positif. On ne sait pas vraiment, nous, ce que ça veut dire dans le fond, parce que finalement, l'état d'esprit de l'Union européenne, comment vous le jugez, vous, Majdoulin, par exemple? Est-ce qu'il y a un optimisme réel aujourd'hui? On n'en sait rien. On devrait, je dirais, faire face à cette situation en se disant que c'est l'occasion d'un rebond
pour l'Europe. De mon point de vue, ce que fait Trump, c'est de vouloir imposer, de remplacer les règles de commerce par la loi du plus fort. Et finalement, c'est la loi de la jungle. On s'accapare des ressources ici, on décide de mettre en place des mesures barrières pour protéger son économie de manière unilatérale, pour récupérer des marges de manœuvre commerciales. Et ça ne peut pas marcher. L'Europe, dans ce contexte, elle doit répliquer. Moi, je suis tout à fait d'accord pour les contre-mesures. Je suis d'accord aussi qu'on active le mécanisme anti-coercition, puisque quand les États-Unis décident de nous dire ce que nous devons abandonner comme régulation, je pense notamment au Digital Services Act, ou alors qu'elles écrivent à des entreprises à l'intérieur de l'Europe pour leur dire d'abandonner leur politique de diversité et de lutte contre les inégalités, ça n'est pas possible. C'est une forme de contrainte qui s'applique à nous. Donc ça, on doit le refuser avec fermeté. Et nous avons un atout majeur dans notre continent, c'est notre marché intérieur. Il faut savoir qu'il y a une étude de la BNP Paribas qui a été réalisée qui montre que même si nous perdions 1% de PIB en Europe par rapport à la politique commerciale américaine, eh bien simplement en intensifiant de 0,12% nos échanges intra-européens, nous compenserions cette perte. Ce qui signifie que si on crée un marché intérieur plus robuste, qu'on produit local pour vendre localement, c'est-à-dire en Europe, et qu'on coopère davantage entre les États membres, nous avons là une opportunité majeure. Alors pour être plus fort. Pour rester un peu plus sur les négociations, Pascal, je me tourne vers vous justement. Vous venez d'un groupe qui est plus conciliant avec Trump, justement. Comment est-ce que vous jugez l'attitude des Américains dans ces négociations ? Alors, moi, c'est pas une question de conciliation ou pas. Trump défend les intérêts des États-Unis. Pour ma part, je suis française, donc j'essaye de porter un regard réaliste sur ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Il faut comprendre que Trump est un président jacksonien. Ce qui veut dire que, comme le préconisait Andrew Jackson au XIXe siècle, il souhaite abolir la guerre militaire et se servir de la guerre commerciale. L'arme de la guerre commerciale, c'est la taxe douanière, et on peut considérer, comme Trump, que quand on a 47 milliards de déficit dans sa balance commerciale, eh bien qu'il s'interroge sur la mise en œuvre de ces barrières douanières. Donc, si vous voulez, ça obéit à un réflexe parfaitement normal, à mon avis, de protection de son industrie. Pourquoi ? Parce que ça va lui permettre de réindustrialiser, ça va lui permettre de faire entrer des recettes et par là même de financer sa politique sans subvention, ça va lui permettre de créer des emplois et en réalité de donner un nouvel essor à son industrie. Est-ce que c'est vrai ça ? Parce que ça a été justement, c'est très contredit ce que vous dites, justement ce réflexe de protection de l'industrie. Marie-Pierre, vous êtes... Finalement, moi ce que je peux constater, c'est que Donald Trump réalise votre rêve. Dans sa politique, justement, exacerbée du protectionnisme, vous voulez mettre en place la même chose. Mais ce qu'on peut constater des échanges et justement des conséquences économiques, c'est que c'est négatif aussi bien pour les Américains, aussi bien que pour les Européens, mais aussi pour l'ordre international. Donc, c'est ça la réalité. Si vous me permettez de répondre, j'ai indiqué ce que j'analysais de la politique américaine. Maintenant, vous le savez, nous défendons le juste échange. Le juste échange, c'est le protectionnisme intelligent. Ce n'est pas le protectionnisme à tout va, c'est des questions de négociation. Et moi, ce que j'observe, c'est que quand on veut négocier sur des tarifs douaniers, il faut être fort. Que ça nous plaise ou pas, moralement ou pas, c'est comme ça. C'est un rapport de force. Et si Trump en arrive là, c'est qu'il a le rapport de force. Et ce qu'il faut considérer, c'est que l'UE ne présente pas de rapport de force. Je vais vous dire, l'Union européenne actuellement, elle vous explique qu'elle met en branle un certain nombre de négociations. Est-ce que vous savez en quoi consistent ces négociations ? Elle a saisi l'OMC. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va y avoir un délai de 60 jours d'enquête. Derrière, il y aura un délai de 6 mois pour avoir un rapport. Vous imaginez bien que Trump, il aura terminé ses droits de douane avant qu'on ait la première ligne d'un jugement de l'OMC dont il s'est d'ailleurs désengagé. Donc, en fait, tout cela, ce sont des incantations. Tant que nous ne verrons pas le réel tel qu'il est, c'est-à-dire que la guerre économique, eh bien, c'est une guerre et qu'il faut évidemment avoir des armes, eh bien, on ne peut pas y arriver. Moi, je suis curieuse de savoir c'est quoi le protectionnisme intelligent. Vraiment, j'ai hâte de découvrir ce que c'est le protectionnisme intelligent. Le protectionnisme, il n'est pas intelligent, il est mortifère. Point, c'est tout. Le sujet, c'est effectivement défendre nos intérêts. C'est pour ça que dans le mandat passé, justement, on a créé les instruments, que ça soit l'instrument sur la coercition économique, que ça soit l'instrument sur la réciprocité sur les marchés publics. Parce que oui, notre marché intérieur, c'est une force. Mais le vrai sujet, le vrai enjeu, c'est effectivement l'accès des autres à notre marché intérieur. Donc on a créé ces éléments de protection qui ne sont pas des éléments de protectionnisme qui permettent d'avoir le rapport de force. Et si Trump était si formidable dans son rapport de force, le deal, il serait déjà conclu. Et ce
n'est pas le cas. Majduline, ce protectionnisme intelligent... Alors moi, je pense que ça met en lumière aujourd'hui la vulnérabilité de l'Europe et de l'économie européenne. Et le taux d'ouverture de l'économie européenne, c'est 0,46%. Et donc, ça veut dire qu'on est très dépendant de nos échanges commerciaux. Moi, je considère qu'il faut faire reculer aujourd'hui cette dépendance parce qu'on le voit, il y a trop d'aléas. On l'a vu avec le Covid, on le voit avec les instabilités géopolitiques et on le voit avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Donc, c'est pour ça que je parlais de robustesse de notre modèle économique et de la force de notre marché intérieur. La deuxième chose, c'est que moi, je pense qu'on est déjà fort dans la négociation parce qu'en vérité, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est que le taux de croissance va baisser et va baisser de manière beaucoup plus importante que ce qui va impacter notre marché. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je considère que nous devrions aborder ces discussions de manière beaucoup plus offensive et avec beaucoup plus de confiance. Et sur la question, parce qu'il y a une question quand même d'arbitraire de la part de Trump, il se saisit de la question de l'industrie de l'acier qui dépend des États-Unis pour 15%, puisqu'on exporte vers le marché américain 15% de ce qu'on produit en Europe. Et donc, la réponse avec le plan de sauvegarde de l'acier et des mesures de protection de notre marché intérieur, elles doivent arriver très vite parce qu'il y a péril en la demeure. Alors, justement, on va se tourner un peu vers les États-Unis pour mieux comprendre l'ambiance à Washington, D.C. et obtenir des conseils sur la manière de gérer l'administration de Donald Trump. Nous avons interrogé Brett Bruen, ancien diplomate américain et président du groupe de conseil The Global Situation Room. On l'écoute. En fait, c'est un peu comme se demander comment gérer un enfant en bas âge. Un jeune enfant va constamment revenir et dire « J'en veux plus, je veux ce nouveau jouet ». If I were advising European leaders, I would say have a bunch of small, shiny objects lined up. Si je conseillais les dirigeants européens, je leur dirais d'aligner un tas de petits objets brillants et, à chaque fois que Trump arrive et dit « Eh bien, je veux quelque chose d'autre », vous lui donnez un de ces petits objets brillants. Finalement, c'est un homme de spectacle qui essaie de faire les gros titres, de projeter son pouvoir. Mais ce qui se cache en dessous n'a pas de grande valeur. Amount to a whole hill of beans. Alors Pascal, justement, vous parliez de rapport de force, mais là on entend avec Brett Bruen que c'est plutôt un rapport d'infantilité. C'est ce que dit ce monsieur, et je pense que c'est un discours qui permet de se cacher les réalités. Parce que ce qui est mortifère en réalité, c'est de ne pas créer de rapport de force. Ce qui est mortifère, c'est d'avoir une économie qui est plombée par le prix de son énergie. Ce qui est mortifère, c'est d'avoir un marché totalement ouvert à la mondialisation, dont l'Europe veut qu'il soit encore plus ouvert et qui détruit notre industrie petit à petit. C'est ça qui est mortifère. On ne pourra parler d'égal à égal avec Trump ou avec Xi Jinping, si jamais c'est le cas un jour, que si nous sommes dans un rapport de force réel. Et je crois qu'il est le premier diagnostic, c'est de ne pas être dans le déni du réel. Ce qui est mortifère, c'est l'état de l'économie aujourd'hui en Europe. Ce rapport de force que vous défendez justement, que Pascal dit il faut l'avoir. Qu'est-ce que vous pensez? En fait, on vient de parler d'indépendance énergétique. Effectivement, ce qui plombe notre balance commerciale, entre autres, c'est nos importations d'énergie carbonée. C'est pour ça que l'Europe s'est dotée d'un pacte vert pour décarboner son économie, c'est-à-dire ne plus utiliser d'énergie fossile. Moi, j'ai un peu de mal à entendre ce que je viens d'entendre parce que aujourd'hui, c'est justement le groupe des Patriotes, entre autres, auquel appartient votre invité, qui attaque ce pacte vert et fait en sorte toutes les mesures qui visent à réduire notre dépendance énergétique sont attaquées dans tous les domaines. Et donc, moi, j'ai beaucoup de difficultés à entendre ça. Par contre, ce que j'aimerais beaucoup entendre, c'est justement que nous ayons une mesure forte pour faire en sorte de ne pas importer plus de GNL des États-Unis, de gaz naturel liquéfié, et surtout arrêter d'importer du gaz russe. Et ça, c'est une des mesures qui me semble capitale. Et pour faire ça, le plus rapide, c'est d'investir dans les énergies renouvelables et c'est d'investir dans la réduction de notre consommation d'énergie fossile. Le chancelier allemand Friedrich Merz s'est rendu cette semaine à Washington pour rencontrer Trump. Quelques jours après son élection, Merz a exhorté Trump lors d'un appel à mettre fin à sa guerre commerciale avec l'Allemagne et ses alliés européens, disant avoir dit au président « La meilleure solution serait zéro droit de douane pour toutes et pour tous ». Est-ce que c'est la solution ? Oui, c'est l'objectif. Mais on sait que les Américains ne le veulent pas. Ne le veulent pas, et beaucoup d'autres acteurs ne sont effectivement plus dans cette logique-là. Mais
l'objectif, c'est effectivement que les différents chefs d'État et de gouvernement, et c'est important qu'ils puissent échanger avec Donald Trump, mais il faut faire continuer que ce soit la Commission européenne qui soit autour de la table, qui négocie. C'est elle qui joue un rôle déterminant sur ces aspects-là, en lien avec les États membres et en lien avec le Parlement européen. Ça, c'est fondamental. Parce que ce que cherche Donald Trump aussi, au-delà d'imposer justement ces tarifs, c'est de diviser les Européens. Donc ça, il ne faut pas non plus céder là-dessus. Si on veut un vrai rapport de force qui soit solide et à l'avantage des Européens, c'est l'unité européenne. Parce que derrière, c'est effectivement les questions d'accès à notre marché intérieur. Donc ça, c'est fondamental. Et je pense que c'est ce que réussissent pour le coup les forces démocrates européennes. Pascal, justement, diviser les Européens, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, ce que cet épisode vient démontrer, précisément, c'est la fragmentation de l'Union européenne, puisque le chancelier Merz prend l'initiative d'aller voir tout seul Trump, or que je sache, la compétence commerciale est complètement dévolue à la Commission. Qu'est-ce que c'est? Mélanie va. Après, il y a eu des dirigeants qui sont venus voir Trump. Peut-être, mais si vous voulez, je n'entends pas de réaction. Qu'est-ce que c'est que cette manœuvre? Qu'est-ce que c'est que cette manœuvre? En fait, parce que les Allemands finiront par gagner. Les Allemands finiront par gagner, comme ils gagnent toujours dans les arbitrages de l'Union européenne. On l'a vu dans le Mercosur, on a vu dans un certain nombre d'autres traités. Ouais. Les Allemands finiront par gagner. Voilà. C'est sûr, quand on demande des discours comme ça, on affaiblit la cohésion européenne. Et au contraire, on tolère ce genre d'action individuelle, alors que, précisément, vous ne devriez pas le tolérer au nom de l'unité de l'Union européenne. Aujourd'hui, on défend l'unité et la cohésion européenne face à cette situation. Et d'ailleurs, moi, je propose même qu'il y ait un fonds de compensation, de solidarité entre les États membres, parce que tous les États membres ne vont pas être impactés pareil des droits de douane de Trump. Justement, je voulais poser cette question, puisque cette guerre commerciale, et on le sait, elle va ralentir l'économie mondiale, avec une croissance désormais à son niveau le plus faible depuis la pandémie de Covid-19. C'est le message qu'on a entendu cette semaine aussi lors de la réunion de l'OCDE qui a eu lieu à Paris. L'OCDE a averti que l'apaisement des tensions commerciales est essentiel pour relancer l'investissement et stabiliser les prix. Donc justement, comment nos secteurs vont-ils être touchés en Europe? J'aimerais bien vous entendre là-dessus, Majheldine. Oui, alors ce que j'ai commencé à dire, c'est qu'effectivement, l'Irlande ne va pas être touchée pareil que d'autres pays en Europe. Donc il y a des impacts parce que certains pays exportent plus vers les États-Unis que d'autres. Donc c'est très important qu'on ait un fonds de compensation, mais aussi parce qu'il y a des secteurs qui vont être davantage impactés. Et donc, c'est très important qu'on ait cette logique de solidarité entre les pays européens. Et ce qui rend l'unité, du coup, compliquée, justement. Ça serait un acte très fort, déjà de marquer le pas en disant, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, on l'affrontera ensemble en faisant en sorte d'aider les pays qui sont les plus touchés. La deuxième chose qui me semble très importante, c'est de regarder secteur par secteur les impacts. On a un grand chantier, j'ai donné l'exemple de l'industrie de l'acier, puisque d'ailleurs c'est celui qui fait l'actualité aujourd'hui, en rendant beaucoup plus fort notre industrie de l'acier européen. Ça passe par quoi? Et ça par la décarbonation. Ça passe aussi par le fait de faire en sorte que dans les marchés publics, par exemple du bâtiment, ou dans les achats d'acier en Europe, les entreprises soient incitées à acheter l'acier européen. Il faut que notre marché européen reprenne toute sa force et qu'il soit, moins poreux aux importations étrangères et que nous ayons des mesures de sauvegarde par rapport à ça. Et c'est secteur par secteur que nous sommes en capacité aujourd'hui de proposer des alternatives et de faire en sorte, je l'ai dit, de rebondir face à cette situation. On a parlé de Merz, un autre homme de passage à Washington DC cette semaine, c'est le lobbyiste bruxellois Conor Allen. Nous avons pris de ses nouvelles pour connaître son point de vue sur le différend commercial. Écoutez ce qu'il nous dit. Pendant des années et des années, nous avons mis en place ce que l'on a appelé l'effet Bruxelles. Nous avons utilisé des réglementations et des normes, nous les avons exportées dans le monde entier et nous nous attendions à ce que tout le monde accepte, pendant tout ce temps, le fait que nous fabriquions des petits avantages pour nous-mêmes. Aujourd'hui, nous avons un président américain qui a déclaré « En fait, nous n'allons plus accepter cela ». Et il est vrai que si l'on examine ces arguments, on constate qu'ils contiennent une part de vérité et une logique sous-jacente qu'il est très difficile de contester. J'espère que cela suscitera des débats et des réactions. Nous pourrons alors enfin nous pencher sur la manière dont nous nous comportons sur les marchés mondiaux, et peut-être que nous serons un peu plus libres, un peu plus ouverts et un peu plus capitalistes par nature.
Alors Pascal, j'imagine que ce que dit Conor Allen résonne pour vous. Justement, avons-nous trop réglementé ? Non, mais ça me paraît en effet assez sensé. C'est un constat du réel qu'on peut tous faire. Il y a une ivresse normative. Alors je ne parle même pas des effets très néfastes du Green Deal, mais il y a quand même une ivresse normative que nous imposons et que nous n'imposons pas aux autres. Et ce qui fait qu'en fait, nous créons les conditions d'une concurrence déloyale entre les pays d'Europe et les pays du reste du monde. On le voit dans un certain nombre d'accords. Ça, je crois que c'est un constat sur lequel on peut tous se mettre d'accord. La meilleure preuve, c'est que la Commission nous propose maintenant des textes pour essayer d'alléger les normes. Vous savez, c'est le procédé d'omnibus. Oui, pour alléger les normes dans tous les domaines. C'est bien qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience du problème, si vous voulez. Donc, effectivement, à partir du moment où vous avez une économie qui souffre d'une normativité excessive, où vous payez le prix de l'énergie extrêmement cher, vous videz de sa substance l'esprit d'entreprise. Alors après, il ne faut pas s'étonner que les affaires se fassent ailleurs. D'ailleurs, et j'en terminerai par là, d'ailleurs, vous avez 20 milliards de Sanofi qui viennent d'être investis aux États-Unis, CGM également. Pascal, pour rebondir là-dessus, justement, ce que Conor Allen dit, il faut être plus ouvert, plus libre, plus capitaliste. Alors Marie-Pierre, justement... Il évoque quand même l'effet positif avec des normes européennes, avec ce fameux effet Bruxelles, résumé. Donc, on voit bien que finalement, ce qui est attaqué par des États tiers, c'est justement la puissance normative européenne. Donc, de dire que nos normes européennes seraient finalement qu'un des éléments de faiblesse, c'est une erreur. Qu'il y ait des ajustements, parce que le contexte international a changé. C'est nécessaire, oui, mais ce n'est pas les normes européennes qui ont décidé d'envahir l'Ukraine. Ce n'est pas les normes européennes qui ont décidé de mettre en place des tarifs. Non. Donc, il faut arrêter de se voir aussi complètement impuissant. L'Union européenne est une puissance et on doit se comporter comme telle. Après, par contre, il s'agit de continuer à avancer sur une vraie politique européenne industrielle qui soit plus cohérente dans une logique de décarbonation. C'est véritablement ça qui continuera de faire notre force. Quelques mots, on est un continent de valeurs qui s'est bâti pour faire en sorte de rendre la guerre impossible. Et donc pour moi aujourd'hui, quand on fait des lois qui protègent les droits humains dans toute la chaîne d'approvisionnement, on fait deux choses. On défend des valeurs humanistes qu'on a toujours portées. Et deuxième chose, on protège nos marchés parce que ça veut dire qu'aucun produit qui a été fait en exploitant les gens peut être importé en Europe. Donc pour moi, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que ces normes, c'est aussi une façon de protéger notre marché, faire en sorte aussi de promouvoir des valeurs et de faire en sorte aussi que nous ayons une planète habitable. Valeurs humanistes, je vous entends, des valeurs humanistes, une vraie politique industrielle. C'est sur cette note que s'achève notre débat. Merci à nos trois invités et merci à vous de nous suivre. On prend un temps de pause avant de se plonger dans les récentes élections en Pologne et comment elles pourraient changer le pays et sa relation avec Bruxelles. À tout de suite. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos trois invités ici présents. Eh bien, cette semaine, la grande actualité, c'était le résultat de l'élection présidentielle en Pologne. Ça s'est joué à pas grand-chose. Le conservateur Karol Nawrocki l'a emporté avec 50,89% des voix contre 49,11% pour le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski. Bruxelles a félicité le vainqueur et a déclaré espérer une bonne coopération avec la Pologne. Mais en coulisses, on s'inquiète. Karol Nawrocki est profondément eurosceptique, anti-système et il a affirmé qu'il ne voulait pas se faire dicter sa conduite par Bruxelles. Alors justement, Marie-Pierre, c'est une élection très serrée, on l'a vu. La Pologne est divisée, mais on sait aussi que le président en Pologne a un pouvoir assez relatif par rapport au Premier ministre. Il y a déjà eu une cohabitation entre le PiS, donc le parti eurosceptique, et Donald Tusk de la plateforme civique centriste pendant des années déjà. Alors qu'est-ce qui va véritablement changer selon vous ? Ça peut être en conséquence un ralentissement finalement de l'affirmation européenne. Parce que c'est vrai qu'on avait une dynamique positive qui était en train d'être mise en place avec la mobilisation du président de la République en France, avec le nouveau chancelier en Allemagne et avec effectivement la Pologne. Donc un ralentissement, mais pour autant, vous l'avez évoqué dans votre introduction, les pouvoirs du président en Pologne sont plus limités. Donald Tusk est toujours là. Le président a quand même un droit de veto sur la plupart des... C'est le droit de veto. Voilà. C'est le droit de veto et comment il va l'exercer. Il exerce aussi sa capacité à créer et à renforcer finalement et à affaiblir l'état de droit avec la nomination des juges, etc. Donc c'est effectivement un vrai risque pour la Pologne, bien sûr,
et pour l'Union européenne plus globalement, et pour le soutien de l'Union européenne aussi à l'Ukraine. Certes, ils ne souhaitent pas affaiblir ce soutien, mais on le voit bien sur certains sujets, sur l'accueil des réfugiés ukrainiens, il y a quand même des points qui affaibliront la voix de l'Union européenne. Donc il ne faut pas qu'il soit finalement aussi un écho et un relais de Viktor Orban aussi à la table du Conseil. Pascal, je me tourne vers vous. J'imagine que pour vous, c'était plutôt une bonne nouvelle. Le PiS a quand même gagné cette élection et il sera potentiellement gagnant en 2027 pour les élections législatives. Qu'en pensez-vous ? Bon, alors d'abord, c'est toujours une bonne nouvelle quand le peuple s'exprime. Ensuite, vous avez expliqué qu'il y avait des résultats serrés. Il faut quand même bien voir qu'il y a eu plus de 71% de participation à cette élection, ce qui prouve quand même que le peuple polonais est mobilisé, si vous voulez, parce qu'il y a un enjeu symbolique. Sur le plan institutionnel, ça ne va pas changer grand-chose, puisque le nouvel élu va remplacer Duda, et donc l'équilibre institutionnel n'est pas changé. Ce que j'observe, c'est que Donald Tusk est en difficulté, manifestement, puisqu'il va appeler à un vote de confiance au mois de juin. Donc on sent qu'il y a une difficulté. Après, si vous voulez, moi je ne peux que me féliciter d'avoir un chef d'État qui explique qu'il va défendre les intérêts de son pays. Enfin, qu'y a-t-il d'anormal, en fait ? Qu'y a-t-il d'anormal ? Oui, bah après c'est une élection, c'est un geste démocratique. Exactement. Majduline, justement, la Pologne, elle est vue comme un leader en Europe et on le voit depuis quelques années, notamment sur la défense. Est-ce que ça risque justement d'entacher cette image de la Pologne ? Alors, je ne vais pas être d'accord avec ce qui a été dit précédemment et je dois le dire parce que effectivement, le peuple s'est exprimé. Sauf qu'on observe depuis un certain nombre d'années, dans les processus électoraux et dans les débats démocratiques, un affaiblissement de la qualité du débat. Ça se passe aussi parce que beaucoup des échanges se font sur les réseaux sociaux et que l'étude qui a été menée par Global Witness montre qu'en fait, 2 fois plus de contenu nationaliste avait été partagé sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Il y a une disproportion aujourd'hui dans ce qui se passe dans la bulle des réseaux sociaux par rapport aux fake news, par rapport aux fausses informations qui sont partagées. Ça touche beaucoup la jeunesse, c'est pour ça que la jeunesse a voté majoritairement pour le président élu. Et il y a un dernier point sur lequel je veux insister en réponse à votre question, c'est que pour moi, ça installe aussi la question du masculinisme, du virilisme. Les déclarations du président polonais élu sont inquiétantes de ce point de vue-là. Il y a un continuum avec la discussion précédente, puisque c'était déclaré le candidat de Trump. Justement, écoutons maintenant le nouveau président élu de la Pologne et voyons quel message il a utilisé pour toucher les électeurs. On l'écoute. Zabrali pieniądze, napuścili instytucje państwa polskiego. Ils ont pris l'argent. Ils ont monté les institutions de l'État polonais contre nous. Ils ont menti, menti et menti. Et vous étiez avec moi durant tout ce temps. Nous avons été ensemble pendant 6 mois dans cette lutte acharnée pour la Pologne. Nous avons réussi à unir tout le camp patriotique en Pologne. Tout le camp des gens qui veulent une Pologne normale, une Pologne sans migrants illégaux, une Pologne sûre. Nous avons réussi à unir tous ceux qui veulent une sécurité sociale et communautaire. Bezpieczeństwa socjalnego, społecznego. Alors Marie-Pierre, je me tourne vers vous. Justement, on voit ça un peu partout en Europe aujourd'hui, ce réveil du sentiment nationaliste. Est-ce que ça vous effraie ? Non. Est-ce que ça vous effraie ? Nationaliste, c'est le bon mot. Bien sûr, et effectivement, vous avez raison de souligner la contagion au sein de l'Union européenne. On l'a vu, on le voit dans de très nombreux pays. On le voit effectivement aussi, la place des questions d'ingérence qui viennent d'être soulignées par ma collègue aussi, notre modèle démocratique qui est mis à mal, qui est affaibli, notamment par des puissances étrangères et aussi par des acteurs sur les réseaux sociaux étrangers. On parle de TikTok, on parle d'Instagram. Donc c'est aussi, là on voit bien justement la nécessité pour l'Union européenne et pour les acteurs européens d'avancer sur ces questions-là, à la fois dans une logique de régulation, mais à la fois dans une logique de développement de nos propres acteurs sur ces questions. Ça, c'est fondamental. Et donc, on revient finalement à ce qu'on disait tout à l'heure, la question de l'injection aussi d'argent frais pour soutenir ces acteurs européens. La question de la régulation européenne, c'est absolument fondamental. Et puis, il faut répondre aussi aux enjeux de la vie quotidienne des gens. Parce que finalement, ces résultats, c'est l'expression et c'est l'animation de peurs parfois
légitimes que peuvent avoir nos citoyens. Donc on a aussi, nous, une responsabilité essentielle de répondre aux enjeux, à la fois sur le volet sécuritaire, à la fois effectivement sur les questions migratoires, mais certainement pas quand eux, ils le développent et quand eux, ils le voient. Moi, pour revenir à la politique, justement, revenons vraiment vers la politique polonaise. Il y a eu un scandale qui a éclaté avant l'élection. Karol Nawrocki aurait été impliqué dans un réseau de prostitution. Le public ne s'en est pas réellement soucié. Alors, ou peut-être même certains de ces acteurs ont-ils été impressionnés. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'ai absolument rien à dire là-dessus. Non, en revanche, je suis très choquée par ce que je viens d'entendre. On vous parle d'élections et on vous répond par régulation des réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est que ce bâillonnage des opinions ? Et c'est à ça que veut arriver l'Union européenne. Vraiment, ce qu'elle veut arriver à faire, c'est à réguler les réseaux sociaux parce qu'elle est convaincue que les idées passent par là et que les gens sont tellement idiots qu'ils votent ce qu'on leur dit de voter. Bon, non, la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que les gens commencent à ouvrir les yeux sur la réalité. Et alors, les gens commencent à ouvrir les yeux sur la réalité. C'est sur cette note que s'achève notre débat. C'est dommage. Merci à nos 3 invités et merci à vous de nous suivre. Pour plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à consulter euronews.fr ou à télécharger notre application. À très bientôt. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos 3 invités. Marie-Pierre Vedrenne, eurodéputée du groupe centriste Renew Europe, Pascal Pierrat, eurodéputé du groupe eurosceptique Les Patriotes pour l'Europe et Majdou Linsbaï, eurodéputé du groupe des Verts. Alors, un sujet qui a attiré notre attention, c'est la proposition du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez de faire du catalan, du basque et du galicien des langues officielles de l'Union européenne. Alors Sánchez a pris une petite douche froide à Bruxelles la semaine dernière lorsque les ambassadeurs de tous les pays ont refusé d'ajouter ces 3 langues à la liste actuelle des 24 langues officielles de l'Union. En 2023, Pedro Sánchez avait promis au parti séparatiste catalan Junts qu'il ferait reconnaître le catalan, le basque et le galicien comme langue officielle de l'UE en échange de leur soutien pour maintenir son gouvernement. Aujourd'hui, il est dans une situation plus ou moins délicate. Alors justement, Marie-Pierre, Majdouline, je vous parle un peu, question à toutes les 3. Avez-vous déjà suivi cette affaire ? Oui. Marie-Pierre ? C'est une affaire ancienne en réalité. Une affaire, voilà. C'est un sujet qui revient souvent à Bruxelles. Mais le débat portait sur la crainte que d'autres langues régionales ou minoritaires ne réclament à leur tour une reconnaissance officielle. Alors justement, Marie-Pierre, les 24 langues officielles actuelles sont-elles suffisantes ? Oui, je pense que les 24 langues officielles, déjà, c'est extrêmement important qu'elles soient aussi nombreuses. On pourrait dire qu'il en faudrait plus, peut-être moins, etc. Après, il faut regarder aussi la réalité de nos travaux. Généralement, beaucoup de choses et beaucoup de documents sont malheureusement que accessibles en anglais. Pas tous, mais c'est quand même une grande majorité. Ça, c'est fort dommageable. Parce que, effectivement, en plus, finalement, la langue, c'est la langue de la traduction aussi. Et pouvoir s'exprimer à la fois dans sa propre langue et que les citoyens aient accès à tous les documents, je pense que c'est essentiel. Après, vous l'avez quand même bien souligné dans votre introduction. Moi, je vis en Bretagne. Donc, les langues régionales, c'est aussi quelque chose qui nous parle. Est-ce que vous battez pour que le breton soit en tout cas, à la session au conseil régional, on a la possibilité de parler, des collègues parlent. Donc, c'est une chose. Pascal, est-ce que vous, par exemple, les langues régionales, il faut qu'elles soient justement intégrées moi, parmi je les suis langues. très attachée. D'ailleurs, c'est dit dans la Constitution française parce que c'est un attachement à notre patrimoine, c'est une valeur d'enracinement, il n'y a aucun problème. Pour ce qui concerne la France, article 2 de la Constitution, le français, la langue nationale. Édith Villers-Cotterêts, je ne vous l'apprends pas, les pouvoirs publics, etc. et la justice doivent pouvoir s'exprimer en français. Bon, vous posez la question de savoir s'il faut ajouter des langues. Moi, je vais vous répondre par un chiffre. Une langue en Union européenne, ça représente 20 millions d'euros par an. Voilà. On en a 24, et là, on parle d'en ajouter à peu près 9. Bon, enfin voilà, l'addition, elle est là. Oui, parce que c'est quand même le contribuable qui paye. Majdouline, le sujet, il est là. Il est dans le budget. L'Union européenne dépense environ 1,1 milliard d'euros par an pour soutenir le multilinguisme. Les défenseurs estiment que ce coût représente moins de 1% du budget total de l'UE, soit environ 2 euros par citoyen européen et par an. Mais est-ce que du coup, qu'est-ce qu'on fait sur le budget? Est-ce que le budget, c'est un argument suffisant? Alors, on parle de 2 choses. Il y a les budgets de traduction, effectivement, et on parle de 130 millions supplémentaires si on doit intégrer de nouvelles langues par an.
et on parle des budgets qui sont consacrés au plurilinguisme ou au multilinguisme en Europe. Moi, je défends les langues régionales. Je trouve que c'est aussi en rapport avec les sujets qu'on a pu aborder sur la montée d'un populisme en Europe, etc. Parce que finalement, il faut montrer que l'Europe est proche des gens et qu'elle reconnaît que l'Europe est composée d'un ensemble de diversités culturelles, linguistiques, et qu'elle les retransmet, elle les intègre pleinement dans sa vie institutionnelle. Sinon, ça crée une distance. Effectivement, tout est en anglais. Il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées déjà. Si on fait cet acte fort de considérer, de reconnaître, c'est une façon de réconcilier aussi. Enfin, c'est un des moyens de cette réconciliation avec le projet européen et montrer que finalement, les intérêts des Polonais, les intérêts des Espagnols, les intérêts des Italiens ne divergent pas des intérêts européens. Non, la langue nationale, c'est un facteur d'unité, c'est pas un facteur de populisme. Enfin, là, il faut quand même arrêter. C'est un facteur d'unité, la langue nationale. C'est pas ce que j'ai dit. Pas compris. La difficulté aussi, vous l'avez évoqué dans votre introduction sur le sujet, c'est qu'on le voit bien, c'est un sujet de politique nationale et de difficulté. Et moi, je pense que même si, voilà, la reconnaissance est un point essentiel, mais exporter au sein des institutions européennes une problématique politico-nationale, je ne pense pas que ce soit le bon chemin à prendre. Ça arrive souvent, on le sait. Souvent. Alors, eh bien, selon un récent rapport Eurobaromètre, la plupart des Européens ont tendance à soutenir le multilinguisme. Alors, on le regarde sur cet écran. 84% soutiennent la protection des langues régionales et minoritaires. 86% estiment que tout le monde devrait parler au moins 2 langues. 76% pensent que l'amélioration des compétences linguistiques devait être une priorité politique et 59% peuvent converser dans au moins 2 langues, 79% parmi les jeunes. Alors justement, Majouline, vous voyez, quand on voit ces résultats-là, on se dit quoi justement sur cette défense du multilinguisme? On a un atout, il y a des politiques nationales qui sont menées ou en tout cas sur lesquelles on a fait marche arrière parce que par exemple en France pendant très longtemps on était moins dans cette promotion des langues régionales et aujourd'hui on arrive à faire peser au moins au niveau régional, au niveau des régions ces débats-là. Au niveau des langues vivantes vraiment et de la politique de multilinguisme, moi je pense qu'on peut faire encore mieux. Bien sûr Erasmus est un outil, il y a également un cadre éducatif qui est proposé. C'est pas normal que, par exemple, quand on est transfrontalier, quand on est en bordure, en frontière entre 2 États membres, eh bien, on devrait avoir vraiment une politique beaucoup plus active. Par exemple, moi, je viens du Nord-Pas-de-Calais. Je ne comprends pas que je n'ai pas appris le néerlandais à l'école. Et donc, je pense qu'il faut continuer cette promotion qui est une richesse, qui est aussi un atout pour la jeunesse et puis essayer aussi de faire en sorte que l'accès aux langues et l'apprentissage des langues soit à tous les âges. Parce qu'on a aussi toute une partie de la population. Mais Pascal, moi, je voudrais ajouter un chiffre quand même qui me paraît confondant, si vous voulez. C'est le dernier chiffre qui a été fourni par l'OCDE. 28% des Français sont en maîtrise faible de la langue française et de la littératie, c'est-à-dire la compréhension, la rédaction et la lecture. Est-ce que vous ne croyez pas que dans ces conditions-là, c'est un peu un luxe de parler de l'apprentissage de plusieurs langues, même si je le souhaiterais. Je crois qu'on a quand même une telle défaillance. Ce sont des chiffres d'ailleurs qui sont les mêmes dans tous les pays d'Europe. En France, ça a augmenté de 6% en 12 ans. Voilà. Donc, quand vous avez 30% de votre population qui ne sait pas lire le français, est-ce que vous ne croyez pas que l'effort, il doit être Marie-Pierre, vous pouvez réagir justement à ça? Est-ce que c'est une priorité L'apprentissage des langues, oui, pour moi, c'est une priorité parce que ça véhicule aussi la question de la compréhension des autres. Donc, c'est fondamental. Mais ce n'est pas antinomique. Investir pour que les Français, les Polonais parlent mieux leur propre langue maternelle et parlent d'autres langues, c'est fondamental. Les deux doivent être faits ensemble parce que c'est des éléments de compréhension et d'appréhension de l'autre et de vivre ensemble qui sont essentiels. Alors, je comprends que investir pour parler mieux sa langue, ça reste une priorité, quelque chose de très important aussi pour l'Union européenne, en plus du multilinguisme. Et c'est donc sur cette note que nous pouvons conclure cette discussion. Merci à nos 3 invités et à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez réagir ou nous écrire, envoyez-nous un message à bruxellesjet'aime@euronews.com ou retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. À très bientôt sur Euronews.